Merci infiniment, mesdames les modératrices, pour cette introduction. Mes premiers mots vont bien sûr pour vous témoigner de toute l'affection et toutes les pensées que nous avons eues envers vous au moment de ce terrible drame. Et voilà, un moment important de recueil, comme ça a été fait. Et mes premiers mots sont aussi des mots de remerciement, bien évidemment, pour cette invitation, l'accueil, la qualité de l'accueil. Voilà, c'est toujours des moments très importants pour nous. Alors, on va parler d'une maladie dont je pense qu'elle est fréquente au Maroc. Vous savez sans doute que la prévalence de la goutte est d'environ 1%, 2% en France, donc elle est sans doute à peu près dans les mêmes niveaux au Maroc. Et il y a l'esprit qu'elle est à peu près de 4% en Angleterre, 6% aux États-Unis, et ça peut monter à 10-15% dans les îles du Pacifique, pour des raisons essentiellement génétiques sur lesquelles je vais revenir. Alors, je vais vous faire une petite actualité de la maladie, en vous disant que voilà, quand on a ça à l'esprit, voilà, on peut considérer que la maladie est relativement simple à comprendre, d'une part, et simple à traiter surtout. Et moi, je suis de ceux qui pensent que c'est quasiment la seule pathologie en rhumatologie qu'on peut définitivement traiter chez les patients, et c'est une des raisons pour lesquelles il est absolument fondamental d'y prêter une grande attention. Donc vous savez que l'acide urique est soluble. On verra les raisons qui font que chez certains individus, l'acide urique s'élève. Voilà, il y a une hyperuricémie qui apparaît. Et pour se simplifier l'esprit, on gardera le chiffre de 6 mg comme étant le seuil de solubilité. Pas 6,8, ça dépend du pH, etc. On va rester sur 6. Et dès que l'uricémie excède 6 mg ou 360 micromolaires, l'acide urique soluble précipite sous forme de cristal. Stop. Voilà. Si vous voulez guérir définitivement, il va falloir enlever le coupable de l'expression phénotypique, de la clinique des patients, de la maladie, et donc il va falloir redescendre tout simplement l'uricémie en dessous de ce seuil de 6 mg par décilitre à vie. Et faisant ça, vous traiterez définitivement tous les patients, et les patients n'auront plus aucune expression clinique. Alors, la question qui se pose, c'est d'où vient l'expression clinique. Pour être extrêmement bref, la goutte est finalement l'expression de l'activation de l'immunité innée en réponse aux cristaux dont je vous ai parlé. Et sans rentrer dans le détail, parce que ça ne va pas être l'objet de la présentation, ce qu'on sait, c'est que les cristaux sont reconnus par les macrophages synoviaux, qui vont activer des senseurs, en fait, qui vont reconnaître les corps étrangers. Et l'activation de ces senseurs va conduire à l'activation d'une plateforme dans la cellule qu'on appelle l'inflammasome. Et le rôle de cette plateforme inflammasome, c'est de couliver l'interleukine 1, vous savez, qui est produite sous une forme immature, sinon on serait en permanence en activité inflammatoire, cliver le pro-IL-1 en IL-1. Et ça se fait par intermittence. Et ça vous explique la raison pour laquelle, lorsque l'inflammasome est activé par le cristal qui est présent, vous allez avoir au sein des articulations, en minutes, des concentrations d'IL-1 qui vont passer du picogramme ml vers 500-800 picogrammes ml, ce qui va vous donner l'expression clinique de la maladie, avec les signes cardinaux, d'une intense douleur, du début soudain et de l'intensité de la douleur. Et évidemment, l'expression clinique se fera là où sont les cristaux, et sans rentrer dans le détail, vous savez que pour des raisons biomécaniques et autres, sur lesquelles je reviendrai si vous voulez, les dépôts se font très majoritairement aux membres inférieurs, et en particulier au niveau des articulations des pieds. Alors, la question c'est, pourquoi l'uricémie s'élève? Il n'y a pas de goutte s'il n'y a pas d'hyperuricémie. Pourquoi l'uricémie s'élève? Et déjà, pourquoi l'uricémie est proche du seuil de solubilité chez les humains? Je vous rappelle que si vous regardez l'uricémie chez les oiseaux, les chiens, les grands mammifères, etc., l'uricémie est très basse. Elle est très basse parce qu'il y a encore une enzyme chez ces mammifères qui est capable de cliver l'acide urique en allantoïne qui est soluble. Et il se passe que chez l'homme, au cours de l'évolution de l'espèce humaine, il y a eu des séquences interruptives dans le gène codant pour l'uricase, la dernière enzyme, qui fait que dans le sang, on a de l'uricase, mais qui est dépourvue d'activité enzymatique. Et ça, c'est illustré sur la petite figure que vous voyez ici, où vous voyez qu'en millions d'années, successivement, des variants puis des mutations sont apparus dans ces gènes. Et en parallèle de ça, en plus de ces mutations dans le gène codant pour l'uricase qui l'a rendu inactive, qui a rendu la protéine inactive, sont apparus de la même façon des variants rares puis fréquents, puis des mutations dans un gène qu'on appelle URAT1, qui est impliqué dans la réabsorption de l'acide urique. Donc tout ça a concouru à l'élévation très progressive en millions d'années de l'uricémie chez l'homme.
à la différence de ce que vous pouvez observer chez les autres mammifères dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle l'uricémie, voilà, quand vous la dosez, chez quelqu'un qui n'a pas la goutte, on est toujours proche de 300 micromolaires, 250 micromolaires, alors qu'on est plutôt vers les 10-50 micromolaires chez d'autres espèces. Alors, qu'est-ce qui va faire que l'uricémie va passer le fameux seuil de 360 micromolaires? Vous raisonnez en micromol ou en milligrammes? En milligrammes. Donc, par décilitre ou par litre? Je suis en 6 ou en 60? Okay. Comment? Ok. Donc, qu'est-ce qui fait que ça va monter au-dessus de 60? Le grand facteur, c'est l'hérédité. Moi, j'ai été éduqué, on parlait de M. Amor, M. De Sèze, etc., etc. Nous, il nous disait, la goutte, bon, c'est faux. D'accord. Ce qu'on sait depuis 7-8 ans, c'est que le grand facteur qui, à l'échelon individuel et à l'échelon des populations, va faire monter l'uricémie, c'est l'hérédité. Comment on fait ça? Comment on démontre ça? Les GWAS, je ne vais pas rentrer dans le détail. Le dernier GWAS qui apparaît, il est ici, il va être publié très prochainement. Comme pour toutes les maladies complexes, il met en évidence qu'il y a 200-300 gènes qui sont impliqués dans l'hyperuricémie. Alors, c'est quoi ces gènes? Ils codent quasiment tous pour des protéines impliquées dans la réabsorption tubulaire de l'acide urique. Ce qui fait qu'on considère au jour d'aujourd'hui que la goutte, c'est surtout une maladie rénale. C'est une maladie rénale en ce sens que le patient qui est goutteux, au lieu d'envoyer dans les urines primitives 7, 8, 10% de l'acide urique filtré au niveau glomérulaire, ne va mettre dans les urines primitives que 5 à 6% de cet acide urique filtré. Ce qui fait que, c'est l'image de la bonde que vous avez dans la baignoire, vous ne pouvez pas évacuer, donc l'uricémie s'élève. C'est ce que vous voyez ici, et je vous invite vraiment à déterminer chez vos goutteux l'excrétion urinaire de l'acide urique. C'est très simple à faire, et vous pouvez le faire sur un spot urinaire. Et vous voyez que cette excrétion urinaire, normalement qui est de, je vous l'ai dit, 7, 8, 10%, chez les goutteux, on tombe à 5, 6%. Et ça, c'est très important parce que ça vous explique la physiopathologie de la maladie et ça vous explique aussi la génétique. C'est-à-dire que si vous regardez ce taux d'excrétion urinaire dans les urines des populations polynésiennes, par exemple, par rapport aux populations françaises, elle est beaucoup plus basse. Et ça, c'est l'illustration selon laquelle la génétique influe très clairement au niveau rénal pour assurer le déterminisme de la maladie. Alors c'est aussi sur ça que vont agir les autres facteurs environnementaux qui vont précipiter chez un individu prédisposé génétiquement à faire monter l'uricémie. Et vous avez ici les facteurs qui sont causalement associés à la maladie. Comment on détermine un facteur qui est causalement associé à la maladie, très différent d'un facteur associé? On fait de la randomisation mendélienne, sur lequel je ne vais pas vous donner trop de détails aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Les facteurs causalement associés à l'hyperuricémie, c'est l'insuffisance rénale, c'est le grand pourvoyeur d'hyperuricémie chez les individus. Les médicaments, et en particulier les diurétiques, qui décollent la courbe vers la gauche, l'obésité, causalement associée, mais aussi l'insulinorésistance et les hypertriglycéridémies. Donc ça, ce sont tous les facteurs que vous devez absolument rechercher chez un patient qui a la goutte. La première question qu'on doit se poser, c'est pourquoi ce patient a eu des années d'hyperuricémie. Un petit schéma pour vous montrer ce qui se passe dans l'insuffisance rénale. En pratique, il ne se passe pas grand-chose quand le DFG est inférieur à 60. On expose les patients à un risque incident, mais vraiment, ça décroche à partir de 60. Donc à partir de 60, quand le DFG passe en dessous de 60, vous avez une relation quasiment linéaire entre le DFG et l'hyperuricémie. Et ça, vous verrez chez tous les goutteux, dans l'immense majorité des cas, vous observerez un déclin de la fonction rénale. Alors, vous allez me dire, oui, mais Monsieur De Sèze disait, la goutte, c'est les purines. C'est l'alimentation. Alors, vous savez que les grands débats qui courent actuellement, et c'est des débats vraiment importants, parce que après ces débats, ils sont livrés aux politiques qui doivent prendre des décisions sur comment je répartis l'argent, par exemple. Est-ce que dans la goutte ou dans l'obésité, on est capable de dire si c'est la génétique ou le facteur environnemental qui prédomine? Alors comment on fait pour déterminer ça? Cohorte. On a des patients pour lesquels on a des questionnaires qui permettent de déterminer quel type alimentaire ils ont. On voit si c'est un type alimentaire très riche en purine, etc. Et on prélève l'ADN des patients. Et l'ADN des patients permet de calculer un score génétique qui va permettre de déterminer finalement quelle est l'influence de l'hérédité chez les patients. Et on va regarder l'impact de l'un et de l'autre sur la variance de votre paramètre biologique. Et là, c'est la variance de l'uricémie. C'est critiqué, mais c'est fait dans la plupart des études. Et ça permet de voir le poids, finalement, de l'hérédité, des facteurs environnementaux, ici l'alimentation. Et bien, quand vous faites ça dans la goutte, vous voyez que l'hérédité détermine à peu près 20% de la variance de l'uricémie,
tandis que l'alimentation détermine moins de 1% de la variance de l'uricémie. Ce qui veut bien dire que, contrairement à ce qu'on a tous lu et été éduqués avec, le poids de l'alimentation, il n'est pas très important, en fait, causalement associé. L'alimentation passe par les comorbidités que ça va induire, et en particulier l'obésité et l'insulinórésistance, mais l'alimentation en soi n'est pas tellement un acteur de l'hyperuricémie. C'est la raison pour laquelle, mon point de vue, c'est qu'il ne faut pas emmerder les goûteux avec l'alimentation. On voit des trucs invraisemblables où les patients se mettent à manger des tomates et des salades, ça n'a pas de sens. Il faut être raisonnable, on en parlera si vous voulez, réduire, mais surtout aux motifs cardiovasculaires, aux motifs de la tension, etc. N'attendez pas d'un régime, je vous en parlerai si vous voulez, n'attendez pas d'un régime ou d'une perte de poids, d'un effet fort sur l'alimentation pour cette raison. Alors, on a vu que l'uricémie s'élevait pour les facteurs dont on a parlé. Est-ce que quand on a l'hyperuricémie, on fera tout le temps la goutte? Bien sûr que non, c'est un facteur de risque, mais vous êtes obligé d'avoir une longue période d'hyperuricémie pour développer la maladie. Et le risque incident de goutte est évidemment plus important chez les patients qui ont l'uricémie la plus élevée, comme illustré sur le diagramme. Ce qui est très important, c'est qu'il y a finalement un continuum entre l'élévation de l'uricémie. Alors, l'élévation de l'uricémie, nous, on a de plus en plus de patients à la Riboisière qu'on voit en consultation 12, 13, 14 ans, parce que par hasard, on tombe sur une hyperuricémie. Et c'est des patients qui n'ont que l'hérédité. Ils n'ont pas le surpoids, ils n'ont pas l'insulinórésistance, ils sont jeunes. En fait, ils ont l'hérédité. L'uricémie s'élève, il ne va rien se passer pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, et vers l'âge de 20, 25 ans, ils vont débuter des gouttes précoces. Alors, comment on peut le mettre en évidence? Faites de l'échographie. Et si vous faites de l'échographie, vous serez capable de voir déjà les dépôts qui vont apparaître à la surface du cartilage, qu'on appelle le double contour, que vous voyez ici sur cette partie à gauche de la diapositive. Et en pratique, quand vous faites de l'échographie à un patient qui a une hyperuricémie dite asymptomatique, vous tomberez dans 20 à 30% des cas sur ces dépôts-là. Si vous ne faites rien, ou si rien n'est fait, il va y avoir à un moment de la vie de ce patient l'activation de l'inflammasome, et les premiers accès vont débuter. Et les premiers accès, vous les connaissez, ils sont en bas pour les raisons qu'on a dites. La cristallisation se fait plus fréquemment en bas, notamment au niveau de la MTP1. Et pourquoi au niveau de la MTP1? Parce que je vous rappelle que c'est la localisation arthrosique la plus fréquente dans l'organisme. Or, sans rentrer dans le détail, la déplétion en collagène de type 2 est un facteur de cristallisation. Plus les traumatismes, il y a un abaissement de la température. On active l'inflammasome, les accès aigus apparaissent, et si vous ne faites rien, la maladie s'aggrave et vous tombez sur une goutte tophacée. Alors, comment on fait le diagnostic de goutte? Très très brièvement, le LAR dit il faut mettre en évidence le cristal. Alors, mettre en évidence le cristal, ça veut dire être capable d'avoir le microscope, de ponctionner, etc., de voir le patient au moment d'une crise, ce qui n'est pas toujours facile. Et quand vous ne pouvez pas mettre en évidence ce cristal, vous pouvez utiliser soit les critères de classification, mais vous savez que ce sont des classifications, ce ne sont pas des critères diagnostiques, mais il y a des critères diagnostiques qui ont été publiés, notamment par les collègues nordiques, au moment d'un accès aigu. Et si vous ne pouvez pas faire ça, parce que le patient ne parle pas, je ne sais pas, voilà, qu'il n'est pas compréhensible, vous utilisez de l'imagerie, et l'imagerie de référence, je vous le rappelle, c'est l'échographie, d'une part, et le scanner double énergie. Donc on se retrouve dans cette situation où vous avez sur cette diapositive tous les éléments qui permettent de faire le diagnostic de goutte aux différents stades de la maladie. Je pense que vous faites de l'échographie, on fait de plus en plus de l'échographie, c'est quand même le grand outil qui va vous permettre de diagnostiquer d'une part et de suivre l'évolution de la dissolution des dépôts uratiques sous traitement. Alors, ces imageries, le scanner double énergie, c'est plutôt de la recherche. On ne va pas rentrer dans le détail sur ça, mais c'est un élément important parce que ça permet quand même aux patients de bien voir ces dépôts et de voir les révolutions sous traitement. Le plus simple, c'est l'écho. Alors, l'écho de référence, c'est les deux MTP1 droite-gauche, trochlée droite-gauche. Et c'est là où vous chercherez 3 signes, le double contour, les agrégats et les tophus. Et ça, il faut bien le noter dans le dossier du patient, puisque sous traitement, vous devez observer la dissolution de ces dépôts. Et vous pourrez considérer que le patient est traité définitivement quand vous verrez la disparition du double contour des agrégats et des tophus. Et c'est là où on verra que stratégiquement, on peut changer un petit peu la prise en charge des patients. Alors, comment on traite? Bon, ça va, j'ai 15 minutes. J'ai encore 15 minutes pour faire mon traitement de l'accès aigu et de l'hyperuricémie. Non, je disais à Jean, on devient de plus en plus bavard et on se retrouve dans des situations épouvantables où il faut accélérer à la fin. Mais là, je suis bien, 15 minutes, voilà. Donc, on va faire un petit peu tranquillement pour le traitement de l'accès aigu. Bon, traitement de l'accès aigu, le message, c'est
Traiter tôt. Niveau de preuve pour ça, il est nul. Mais ce qu'on sait, l'expérience, c'est que c'est une la palissade. Plus vous traitez tôt, moins vous aurez à baisser l'importance de l'IL1, etc. dans l'articulation. D'accord ? Les moyens pour traiter l'accès aigu, c'est des vieux moyens, mais ça marche bien. Ça ne coûte pas très cher, donc c'est parfait. C'est évidemment la colchicine sur laquelle je vais revenir. Ce sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens, d'accord ? Les stéroïdiens et les inhibiteurs de l'IL1. Alors, la grosse, quand même, information que je dois vous donner aujourd'hui, mais vous la connaissez bien sûr, c'est que le vieux schéma 3-2-2-1 de la colchicine, il faut vraiment l'enterrer définitivement. Nous, on a été éduqués avec ça quand même, 3-2-2-1, bon, voilà, hyper toxique. Ce qu'on sait, c'est que de petites doses, donc on a 1 milligramme, nous, de colchicine, voilà, de petites doses font aussi bien que les grosses doses, d'accord ? D'une part, et sont beaucoup mieux tolérées. Pourquoi ? Parce que l'efficacité de la colchicine dépend de la Cmax, d'accord ? Donc ce que vous allez donner tout de suite. Et la tolérance dépend de l'air sous la courbe. C'est la raison pour laquelle répéter la prise de colchicine dans la journée, ça ne sert à rien. Vous ne montez pas la Cmax et vous augmentez l'air sous la courbe. D'accord ? C'est ce que vous voyez ici. Si vous donnez à un patient qui a un accès aigu tôt 1 mg de colchicine et 1 heure après un demi-milligramme de colchicine, vous faites aussi bien que si vous lui donnez 3 mg dans la journée. Mais si vous lui donnez 3 mg dans la journée, ça va être la double peine. C'est-à-dire qu'il a une arthrite, donc vous savez que le VA douleur, elle est proche de 7, 8, 9, qui survient en pleine nuit, et vous lui donnez un médicament qui va être très mal toléré sur le plan digestif, donc il va avoir une peine digestive et une peine articulaire. Donc le traitement recommandé avec la colchicine, c'est 1 mg tout de suite, une demi-heure après, un demi-comprimé de colchicine, et vous répétez ça à J2, J3, J4. Attention, la difficulté avec la colchicine, c'est que c'est un médicament avec une fenêtre thérapeutique extrêmement étroite. On en parlera si vous voulez tout à l'heure. Et donc, il convient de bien connaître et de marquer sur l'ordonnance les autres médicaments qui influent sur 2 systèmes cytochromiques, la glycoprotéine P et le cytochrome P450, qui vont augmenter massivement dans les cellules les concentrations intracellulaires de colchicine, et c'est là où vous avez les pépins. Et je vous rappelle que si vous lisez la presse médicale, mais tous les ans, vous voyez qu'il y a 1, 2 ou 3 morts avec 1 mg de colchicine. Voilà, donc soyons extrêmement prudents, et moi je note sur l'ordonnance à chaque fois les médicaments qu'il convient de ne jamais associer avec la colchicine, et vous les avez ici indiqués. La cyclo, ça c'est différent, c'est la goutte détransplantée, on en parlera si vous voulez, c'est surtout le tilième, surtout la piostacine, et surtout les macrolides. Et la catastrophe, c'est, voilà, j'ai la goutte, il y a le petit milligramme de colchicine qui traite, j'ai la pneumopathie, pénia résistante, et on met un macrolide, et le patient il part aux urgences. Évidemment, je caricature, c'est rare, mais soyez extrêmement prudents avec ça. Et dans les situations d'insuffisance rénale, je vous rappelle que la colchicine, elle est éliminée à 20% par le rein, donc diminuez la posologie, d'accord, quand la clairance est à moins de 60. Alors, vous savez que la colchicine, c'est franco-français, peut-être franco-marocain. En Angleterre, ils l'utilisent très peu. En Angleterre, ils utilisent beaucoup les anti-inflammatoires. Regardez cet essai de non-infériorité, naproxène versus... Ça marche très bien, les anti-inflammatoires. Vous l'avez sur la diapositive. Donc l'anti-inflammatoire, je disais un petit peu de référence chez le patient goûteux, c'est celui qu'on donne sur les terrains cardiométaboliques, c'est évidemment le naproxène. Vous savez, son influence sur COX-1, COX-2, à 550 mg 2 fois par jour. Je crois que la règle, c'est de dire au patient, bon, vous avez la goutte, vous êtes à risque de faire des accès, etc. En début de traitement, on verra comment on fait. Les médicaments sur vous. Et dès que vous sentez que, voilà, on a parfois toujours du paracétamol sur soi quand on part en vacances, etc., ayez votre plaquette de naproxène, ayez votre plaquette de colchicine, et dès que vous sentez l'inflammation venir, les taux d'IL1 qui montent dans l'articulation, vous prenez vos médicaments tout de suite. Un que j'aime bien, moi, finalement, c'est ça. C'est les corticoïdes, parce que les patients, très fréquemment, sont coronariens, insuffisants rénal, etc. Là, voilà, on n'y va pas trop. Et donc, 30 mg par jour de stéroïdes, de cortencil, d'accord, pendant 3 à 5 jours, c'est assez merveilleux, c'est très bien toléré dans l'immense majorité des cas. Finalement, dans cette étude dans Lancet, pas d'impact sur la glycémie majeure. Donc je trouve que c'est un médicament qui est un peu passe-partout, voilà, et qui marche vraiment bien dans l'accès aigu goûteux, et qui permet de s'affranchir des interactions médicamenteuses, de l'insuffisance rénale, etc., etc. Et puis il y a des situations où vous êtes bloqué. Parce que, par exemple, le patient, il est diabétique, il a hyper mal, il n'a pas fait son insuline, il arrive, il n'a pas été observant, la glycée est à 8, vous n'allez pas lui mettre 30 mg de cortencil parce que vous allez aggraver une chose pour essayer d'améliorer l'autre. Donc, vous avez recours aux inhibiteurs de l'IL1. Alors, il y a des études qui ont bien montré que ça marche, etc. La grande étude qui a montré que ça marche, d'ailleurs, chez la souris, regardez, si vous bloquez la voie de l'IL1,
en prenant des souris délétées pour les protéines de l'inflammasome, donc caspase, ASC, sans rentrer dans le détail, ou l'inhibiteur de l'INA. Vous voyez que si vous leur mettez du cristal dans le péritoine, il ne se passe rien. Hein. Il n'y a pas de péritonite microcristalline. Ça a été la démonstration de l'implication de la cytokine dans l'inflammation uratique. Canakinumab, et il fallait un comparateur, bien sûr, injectable. Donc on fait canakinumab versus acétonide de triamcinolone en piqûre, 40 mg en piqûre en sous-cutané. Très vite, hein. Regardez l'impact de l'un et l'autre sur la douleur de l'accès aigu. Le canakinumab, à tous les temps d'évaluation, fait mieux que le corticoïde. Prix de l'ampoule de canakinumab, on n'ose même pas le dire, donc on ne va jamais prescrire de canakinumab pour l'accès aigu goutteux. En revanche, ce qu'on fait pas mal, et on en fait pas mal dans le service, c'est de l'anakinra. 50 € les 3 ampoules, on est d'accord, c'est très cher, versus les 3 € pour 20 jours de colchicine, mais ça peut être très utile. Il n'y a pas d'étude de supériorité, figurez-vous que dans son développement, l'anakinra n'a jamais démontré sa supériorité par rapport aux corticoïdes injectables, c'est non inférieur, voilà, à un corticoïde. Mais vous pouvez le mettre dans les situations où la corticothérapie ne peut pas être mise. Très utile, attention, si vous faites de l'anakinra, ne le donnez jamais au long cours. Moi, j'ai eu personnellement des pépins, des neutropénies, beaucoup d'infections. Si vous laissez le kinérète, l'anakinra très longtemps. Donc la règle, c'est l'éducation. Le patient explique lui-même, 3 à 5 jours, stop. On a parfois des patients qui sont subintrants, qui continuent à se piquer, et c'est là où vous pouvez avoir des catastrophes. Alors, le plus important du plus important, c'est aussi l'avenir. Est-ce qu'on a des médicaments qui arrivent? Oui, on a bien sûr les inhibiteurs de l'inflammasome. Les inhibiteurs de l'inflammasome, leur objectif, ça va être d'empêcher, ce que je vous ai dit tout à l'heure, la mise en place de la plateforme qui fait monter l'IL-1 et donc est causalement associée à l'inflammation articulaire, et c'est le dapenzutril. Alors, le dapenzutril, ça, c'est une phase 1, on est très prudent, là, il rentre en phase 2, on va le débuter, et on verra si c'est un médicament qui est capable de traiter l'inflammation. Là, ce qui est remarquable avec le dapenzutril, c'est qu'il est hyper bien toléré. Hyper bien toléré, donc on verra s'il est capable de démontrer son efficacité dans la maladie, on verra ça dans quelques années. Ayez à l'esprit que la goutte, c'est pas une babiole. Je vous rappelle que la goutte, c'est associé à de la mortalité très clairement. Je vous rappelle que si vous regardez en ce moment les taux d'hospitalisation liés à la goutte versus ceux liés à la polyarthrite rhumatoïde, c'est pas la même chanson, hein. Dans la polyarthrite rhumatoïde, fort heureusement, avec les biothérapies, etc., des patients hospitalisés, on en a de moins en moins. Ceux qui le sont, c'est pour la perf mensuelle ou tous les 6 mois de tel ou tel traitement. Dans la goutte, le taux d'hospitalisation monte. Donc c'est une maladie qui est négligée, qui est mal enseignée, qui est maltraitée. On sait qu'en France, il n'y a que 20% des patients qui sont à la cible. Et regardez ça, les accès sont associés à un excès de risque cardiovasculaire. C'est-à-dire que quand les patients crisent, ils sont associés à un excès de risque de faire un infarctus du myocarde et un accident vasculaire cérébral. Donc, ayez à l'esprit ça. Chaque patient qui fait un accès aigu, c'est un patient qui a risque de faire au décours l'infarctus et l'accident vasculaire cérébral. D'où l'importance de bien traiter la maladie et de traiter tôt. On traite au premier accès, s'il vous plaît, d'accord, avec un hypouricémiant. Alors, comment on traite, comment on abaisse l'uricémie? Les gros changements qui apparaissent, et je vais vraiment rester focalisé sur les inhibiteurs de la xanthine, vous savez qu'on n'a plus d'uricosurique pour le moment. Le grand qu'on va utiliser dans 9 cas sur 6, c'est cette molécule ancienne, prix Nobel, de Gertrude Elion, qui inhibe la xanthine oxydase au niveau hépatique, et si vous bloquez la xanthine oxydase au niveau hépatique, voilà, vous bloquez la production d'acide urique, donc vous diminuez l'uricémie. On est né avec l'idée selon laquelle il faut adapter les posologies de l'allopurinol à la clairance de la créatinine. C'est la règle de Hendy que vous avez là, qui figure tout le temps dans le Vidal. Dans les recoholars, on a un peu dit ça. Et je crois qu'il faut qu'on fasse un mea culpa. Je pense qu'il faut qu'on rétropédale un petit peu sur cette notion-là. Parce qu'on a montré que si on introduisait l'allopurinol tout doucement, on était capable d'induire un phénomène de tolérance et d'améliorer grandement, d'accord, la tolérance du médicament et donc de diminuer le risque d'allergie qu'on redoutait beaucoup. Pourquoi? Je vous rappelle que l'allopurinol, c'est une purine. Quand vous donnez de l'allopurinol au niveau hépatique, elle va aller se mettre dans la poche de la xanthine oxydase et elle va être transformée en oxypurinol. Et l'oxypurinol va repartir dans la poche enzymatique et va faire une liaison covalente dans la poche enzymatique et va bloquer la xanthine oxydase. C'est comme ça que ça marche. Mais l'oxypurinol est éliminé par voie rénale. Et chez certains patients,
on va dire encore une fois prédisposé génétiquement, l'oxypurinol est capable d'induire la production de granulosine par les lymphocytes T, chez les patients B5801. Et c'est là où vous avez le grand pépin, le Lyell, le Stevens et le Dress. Mais globalement, c'est hyper rare. Et globalement, ce qu'on a montré, c'est que si vous faites une titration, si vous débutez l'allopurinol tout doucement, ce risque-là, il est infime. Donc, la façon de prescrire l'allopurinol, s'il vous plaît, lorsque vous avez un patient qui a un DFG à moins de 30, on n'y va pas, on discutera le febuxostat. Entre 30 et 60, vous débutez à 50 mg par jour pendant un mois, et vous augmentez par incrément de 50 mg tous les mois jusqu'à la cible. Et vous ne vous limitez pas à la règle de Hendy. Chez le patient qui a un DFG à plus de 60, vous débutez à 100 mg par jour et vous augmentez de 100 mg tous les mois jusqu'à ce que vous atteigniez la cible 2. On va discuter de ça après. Et faisant ça, on ne voit pas de pépins. Et faisant ça, vous allez guérir définitivement 100% de vos patients. Donc ça, c'est un point qui est très important. Et on a vraiment changé de paradigme par rapport à ça. Alors, les facteurs de risque, c'est le B5801 et la grande insuffisance rénale, raison pour laquelle à moins de 30, préférez quand même le febuxostat. Le B5801, il est très prévalent en Asie, en fait, et chez les patients d'Afrique noire. C'est la raison pour laquelle vous allez me dire, ce qu'on pourrait faire, ça a été fait à Taïwan. On détermine le B5801. Chez le patient qui a B58, on fait du fébu et on ne fait pas de l'allopurinol. C'est pas remboursé. J'imagine que c'est pas remboursé au Maroc. Voilà, donc si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, une façon de faire, ce qu'on fait un petit peu en consultation, c'est que le patient asiatique, en particulier le patient chinois, en particulier le patient taïwanais, c'est comme ça parce que figurez-vous que la génétique, elle n'est pas du tout homogène en Asie. Donc si vous avez des patients chinois, des patients taïwanais, chez lesquels la prévalence du B58 est très élevée, on débute d'emblée par du febuxostat. Et on fait un petit peu pareil chez les patients d'Afrique noire. B5801, prévalence 20% à peu près. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, montez les posologies de l'allopurinol. Ne vous restreignez pas à la fonction rénale. Le papier qui démontre ça, il a été publié il y a 1 an dans le New England. Et pour la première fois, on avait un critère clinique et pas un critère biologique. Est-ce que l'allopurinol, quand on augmente ses posologies, en fonction du glycémie qu'on souhaite atteindre, versus le febuxostat, fait la même chose sur le nombre d'accès aigus goutteux, sachant que vous diminuez les uricémies, vous diminuez les dépôts, vous diminuez les accès. Et je vous rappelle que, mais ça pourrait faire l'objet d'un cours d'1 heure, 1 heure et demie, au bout d'1 an de traitement, les patients n'ont plus d'accès aigu, alors qu'il y a encore des dépôts. Mais ça, c'est pour d'autres raisons. C'est parce que l'inhibition de l'axanthine a des vertus anti-inflammatoires. Et il faudra quand même 3-4 ans, a priori, pour enlever tous les dépôts. Mais ça, vous suivrez les patients en échographie. Donc, qu'est-ce qui se passe quand j'augmente les posologies de l'allopurinol, tout doucement, comme je vous ai dit, par incrément de 50 ou 100 mg? Vous faites la même chose avec le febuxostat et regardez là-haut. Si je regarde simplement l'impact de cette stratégie thérapeutique sur l'uricémie, vous faites pareil. Avec l'allopurinol, dont vous montez les posologies 300, 400, 500, 600, il n'y a aucun problème. Versus fébu à 80 ou 120 mg par jour. Et vous voyez que sur un critère, qui est un critère secondaire, l'uricémie, vous voyez que le pourcentage de patients qui a l'uricémie en dessous de 6 ou en dessous de, pour nous, donc en dessous de 360, vous voyez qu'on est exactement pareil. On fait même un petit peu mieux avec l'allopurinol. Regardez en bas. Qu'est-ce qui se passe chez les patients qui ont une clairance à moins de 60, entre 30 et 60? Il n'y a aucun pépin sur le plan allergique. Donc moi, clairement, c'est ce papier qui a fait changer ma perception en fait, de la molécule et qui me fait vraiment dire que, voilà, chez le patient, induisez un phénomène de tolérance par rapport à l'oxypurinol en débutant tout doucement et en faisant une titration prudente. Vertu de la titration, si vous ne faites pas de titration, vous exposez le patient à un risque d'accès aigu très important. Alors là, l'explication, elle est passionnante, mais encore une fois, je vais pas avoir le temps de rentrer dans le détail, et c'est la raison pour laquelle on va donner un traitement prophylactique. N'oubliez pas de suivre vos patients en imagerie. Je vous ai dit, au bout d'1 an, le patient ne va plus criser. Il restera des dépôts. Faites de l'écho répété à vos patients tous les 6 mois, et vous verrez la disparition du double contour. Regardez ce qui se passe. Vous mettez les patients à la cible, donc à moins de 60, ou à moins de 50, et vous voyez tout doucement la disparition des dépôts, donc vous voyez la disparition du double contour. Et ça, c'est quelque chose de fondamental pour augmenter l'adhérence au traitement. Donc si vous pouvez, vous faites du scan double énergie chez certains patients, ça fait des belles images, etc., vous voyez les dépôts partir, mais quand vous montrez aux patients, regardez vos dépôts, ils sont en train de partir, voilà, vous augmentez massivement l'adhérence, parce qu'une des difficultés, c'est que passé 1 an, le patient, il n'a plus de crise, et il reste des dépôts.
Moi, je fais pareil. C'est-à-dire qu'au bout de 2 jours d'antibiotiques, mais si le patient arrête son traitement, je vous reparlerai de ça après si vous voulez, l'uricémie remonte et vous recristallisez, etc., etc. Alors, je vous ai dit, très important, mettez un traitement prophylactique. Pourquoi? Parce que quand vous diminuez l'uricémie, il y a une première phase où vous n'êtes pas en dessous du seuil de solubilisation, ça peut déclencher des crises. Et puis quand vous êtes en dessous du seuil de solubilisation, en dessous de 60, vous mobilisez les cristaux, et c'est là, en fait, où vous rendez plus sensible à la plateforme inflammasome. Mettez une petite prophylaxie par colchicine, ne lisez pas ce papier qui vient d'être publié dans RD, qui a testé la non-infériorité du placebo sur de petites doses de colchicine, parce que les collègues pensaient qu'en faisant une titration ultra prudente, on pouvait s'affranchir de la colchicine. La non-infériorité n'est pas atteinte. Donc maintenez quand même un demi-milligramme de colchicine pendant 6 mois ou jusqu'à dissolution d'étophus. Pourquoi? Pour diminuer les flares, dont vous savez qu'ils exposent les patients au risque d'infarctus à moyen terme, et surtout, vous les avez vus, les papiers, la colchicine a clairement des vertus cardioprotectrices. Lodoco 2, Colcott, 2 gros papiers dans le New England qui dit que, en gros, quand vous prenez 0,5 de colchicine et que vous avez la plaque ici, vous diminuez de 30% le risque d'accident cardiovasculaire majeur. Donc ça, ce sont les 2 raisons pour lesquelles vous devez maintenir une toute petite dose de colchicine à l'introduction de votre traitement hypoglycémiant. Alors la cible, c'est quoi? Est-ce qu'il faut descendre en dessous de 60? Oui, chez tous les patients. D'accord, c'est le chiffre qu'on a retenu. En dessous de 60, vous diminuez les dépôts. Est-ce qu'il faut aller en dessous de 50? C'est ce que dit la Société française de rhumatologie. On va en dessous de 50, d'accord, parce que vous accélérez la dissolution des dépôts. Est-ce qu'il faut aller plus bas? Est-ce qu'on n'irait pas à moins de 20 ou moins de 30 pour accélérer, à visée structurale? La réponse est non. J'ai dépassé mon temps, je suis désolé, mais vous voyez que ici, c'est un essai qui s'est intéressé à l'impact structural, quand vous avez une arthropathie uratique, de diminuer l'uricémie en dessous de 50 ou de diminuer l'uricémie en dessous de 20. Déjà, c'est dur de passer en dessous de 20, ça veut dire que vous êtes à 700, 800 d'allopurinol, vous êtes obligé de rajouter un uricosurique, c'est pas commode. Mais si vous faites ça, en fait, à 2 ans, vous n'attendez pas grand-chose. Donc la règle, c'est de dire en dessous de 60, absolument chez tous les patients, il n'y a pas de discussion, et si vous le pouvez, descendez en dessous de 50. Puis là, j'ai pas le temps, mais on verra ce qui se passe si jamais vous avez réussi à dissoudre tous les dépôts. Alors, très très vite, vous vous rappelez que si vous utilisez le Phébu, donc on a dit le Phébu, finalement, c'est le patient qui est allergique B5801 ou qui est à risque de l'être, et lorsque la fonction rénale est à moins de 30. Vous vous rappelez Kerr, qui dit, oh là là, Fébuxostat, ça tue les gens. Kerr, c'est une étude de non-infériorité sur la safety, parce que dans les phases 3, avec le Fébuxostat, on avait observé numériquement un petit peu plus d'événements cardiovasculaires. Je vais passer sur Kerr parce que c'est compliqué à interpréter, c'est du risque alpha, patati patata. Surtout, ayez celle-ci à l'esprit, FAST. C'est la même étude demandée par l'EMA, qui est le miroir de Kerr qui avait été demandé pour la FDA. Étude de non-infériorité, on va regarder chez des patients qui débutent avec du Fébuxostat versus allopurinol, est-ce que ça fait l'infarctus? La réponse est non. D'accord? Donc soyez clairement rassurés, avec le Fébuxostat, vous n'exposez pas vos patients à un risque d'événement cardiovasculaire majeur. Le plus important, et je termine sur ça, éduquer les patients. Prenez du temps pour éduquer les patients, parce que ce que l'on sait, c'est que dans 20-30% des cas, les patients ne sont pas à la cible. Ils ne sont pas à la cible parce que c'est comme moi, là, je dépasse mon temps de parole, vous êtes en consultation, vous avez 15-20 patients, il faut du temps pour expliquer le traitement de la crise. Quand vous faites la crise, vous arrêtez surtout pas l'allopurinol, il faut l'amener à la cible. Mais si vous faites ça, on a des séances d'éducation thérapeutique. D'ailleurs, il faudrait que je vous donne ça parce qu'on a fait une web TV dans le service, qui est pas mal. Vous allez sur YouTube, puis les patients ils peuvent y aller, et puis on a pris du temps pour faire des séances d'éducation pour les patients. Bref, si vous prenez du temps pour éduquer vos patients, si vous êtes bien éduqué, si vous êtes convaincant, dans l'immense majorité des cas, c'est ce que vous montre cette étude publiée par les collègues de Nottingham, vous traiterez définitivement les patients, et ils étaient à vraiment un chouïa de statistiques de montrer que ça diminuait la mortalité chez les patients. Pour résumer et pour arrêter, traiter à la cible.
Le traitement le plus important, c'est pas de traiter l'inflammation, c'est d'abaisser l'uricémie. Surveiller la dissolution des dépôts quand vous avez mis l'uricémie en dessous de 60 ou en dessous de 50 en échographie. Regardez, et puis même pour nous, c'est très satisfaisant. C'est quand même la seule maladie où vous pouvez voir ça. Vous faites disparaître le coupable. Surveillez la disparition du double contour et vous verrez qu'en dessous de 50, 1 an et demi, 2 ans, il va partir. Et là, vous pourrez dire, mais on en discutera si vous voulez à la pause, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lève le pied? Il y a des études de stratégie qui vont débuter sur ça. Éduquez les patients, mettez-les en dessous de 60, en dessous de 50, surveillez en échographie, attention avec la colchicine, vous avez les alternatives avec les anti-inflammatoires, les stéroïdes. Et si vous faites ça, 2-3% de la population goûteuse, ça fait du monde. Hein. C'est des patients qui sont beaucoup hospitalisés, qui font beaucoup l'infarctus, et l'infarctus, il est en partie lié aux flares, aux accès aigus dans la maladie. Honnêtement, vous sauverez des vies. Un grand merci pour votre écoute.